Vers 440, sous le règne de Clodion, les Francaliens migrent de la Toxandrie à la région située à l'est de la baie de la Somme et au nord du cours moyen de la Meuse. 10 ans plus tard, nous ignorons si Clodion vit encore. Mais cela n'a en vérité pas beaucoup d'importance, en comparaison avec les énormes bouleversements humains et politiques qui ont lieu au milieu du 5e siècle alors que l'empire des Huns est à son apogée. Les Huns. Ce sont eux à présent qui dessinent les cartes de l'Europe. Et si nous voulons raconter l'histoire des successeurs de Clodion, nous devons faire le point sur les peuples que les Huns ont poussés les uns sur les autres vers l'Europe occidentale et jusqu'aux côtes d'Afrique du Nord. Le premier de ces peuples, les Goths, sont à présent dans l'Empire romain depuis 378 et leur victoire à la bataille d'Andrinople. Plus que les Francs, ils peuvent se prétendre les héritiers de l'Empire romain d'Occident. Comme les Francs, ils sont divisés en 2 branches. Et l'une de ces branches entretient avec Rome des liens militaires étroits. Cette branche, ce sont les Visigoths. Ce peuple vient de réformer son armée et dispose à présent d'une cavalerie lourde, fortement cuirassée et dotée de longues lances qu'il manie à 2 mains. Un équipement de pointe pour défoncer les lignes ennemies sur les champs de bataille. Vers 418, les Visigoths qui combattent les Alains et les Vandales en Espagne sont invités par l'empereur Constance et le généralissime Aetius à s'installer en Aquitaine. L'autorité de Rome y est alors mise à mal par des bagaudes, c'est-à-dire des révoltes populaires contre les propriétaires terriens et contre l'autorité romaine. En Aquitaine, les Visigoths ont un statut de fédérés vis-à-vis de Rome. Ils occupent dans un premier temps des terres confisquées aux grands domaines terriens des régions de Toulouse, de Bordeaux, d'Angoulême, de Tours ou encore de Poitiers. Mais autour et au-delà de 450, les Visigoths étendent leur territoire plus à la manière de conquérants que de fédérés. Au nord de l'Aquitaine et à l'extrême ouest de la zone d'influence des Francaliens, il y a l'Armorique. Le territoire est également déstabilisé par des bagaudes. En 442, Aetius installe les Alains du roi Goar dans des colonies au nord d'Orléans pour les réprimer. Mais l'Armorique reste une région fort peu romanisée. Elle voit en outre, dès 446, débarquer des Britons de Grande-Bretagne, fuyant l'invasion de leur île par les Anglo-Saxons. Ce sont les Britons des âges sombres, ceux de la légende arthurienne. Nous les retrouverons aux côtés des Francaliens. Dirigeons-nous maintenant vers le nord-est, toujours en longeant la frontière du royaume des Francaliens. Nous sommes sur les côtes de la Manche. Dès le début du 5e siècle, des Saxons y créent des colonies. L'empereur Constance, qui dans la région doit faire face tant aux bagaudes qu'aux attaques des pirates, peut compter sur le soutien de ses colons saxons. Notre tour d'horloge de la zone d'influence des Francaliens doit maintenant faire une incursion au cœur du futur royaume, dans la ville de Paris. Nous y retrouvons une situation absolument exceptionnelle, puisque la ville est dirigée par une femme qui exerce sur ses citoyens une autorité tant administrative que religieuse. La future Sainte Geneviève n'a pas encore 40 ans. Catholique et de haut rang, elle est issue d'une famille de francs romanisés. Elle exerce un rôle politique de premier plan face au roi de son propre peuple resté païen. Continuons vers l'est. Passons le Rhin pour y retrouver des francs rhénans. Ils sont principalement basés autour des villes de Cologne, Trèves et Mayence. En 450, à l'aube du grand choc avec les Huns, les francs rhénans sont soumis à l'autorité de ces derniers, même s'ils n'ont jamais eu à les combattre. Il en va de même pour les Thuringiens et les Alamans. Un peu plus au sud vivent les Burgondes. Au début du 5e siècle, ces derniers fondent le petit royaume de Worms. En 436, ils doivent combattre les Huns. Ces derniers, victorieux, anéantissent quasiment les Burgondes. Les cris de ce massacre trouvent encore un écho dans notre monde contemporain. L'Anneau du Nibelung, un cycle de 4 opéras, œuvre majeure de Richard Wagner, se termine avec le crépuscule des dieux. Ce titre est tellement représentatif de la période qui nous intéresse. Nous vivons le soubresaut du monde païen. Les guerriers germains, et particulièrement les Francs, choisissent de mourir sur les champs de bataille plutôt que de reculer ne fût-ce que d'un seul pas. Tout cela part ensuite au Valhalla, où Wotan livre son dernier combat contre les géants. Les Burgondes, rescapés de ce massacre qui a lieu en 436, sont installés dès 443 par Aetius dans un territoire qui dépasse les limites de l'actuelle Savoie. Ce deuxième royaume burgonde est totalement soumis à Rome. Notre tour d'horloge se termine là où mènent tous les chemins. Rome, ou plutôt Ravenne, la nouvelle capitale.
Outre le fait qu'il soit menacé de toutes parts, l'Empire romain d'Occident est affamé par les Vandales du roi Genséric, établi à Carthage. Genséric a fait main basse sur les greniers à blé de l'Empire et la menace des Huns empêche toute action militaire d'envergure contre les Vandales. De par la porosité de ses frontières et de ses rapports avec les nouveaux occupants, l'Empire bascule de la romanité à la barbarité. Plusieurs peuples, plusieurs rois en revendiquent l'héritage. Attila lui-même exige comme dot la moitié de son territoire suite à ses fiançailles secrètes et scandaleuses avec Honoria, la propre sœur de l'empereur Valentinien III. À Ravenne ou dans ses quartiers de campagne, le généralissime Aetius tente de rétablir l'équilibre entre tous ces peuples qui déferlent et s'installent dans l'Empire. Il connaît les Visigoths pour en avoir été l'otage, et il connaît les Huns pour avoir vécu plusieurs années parmi eux. S'il est un Romain qui compte en 450, c'est bien lui. Ce sera le dernier. À la veille du grand choc avec les Huns, les Francs-Saliens occupent le nord de la Belgique seconde. Cette province, créée en 297 par Dioclétien, a Reims comme capitale. Mais la ville n'est pas soumise à l'autorité des Francs, au contraire de Cambrai et surtout de Tournai. Ces Francs constituent un peuple, mais ils n'ont pas d'unité politique. Ils forment plusieurs entités regroupées autour du plus puissant de leurs seigneurs de guerre. À la suite de Clodion et probablement de Mérovée, émerge un chef de guerre plus influent que les autres. Childéric. Le père de Clovis n'est pas encore roi. Ce seigneur païen dirige ses troupes pour le comte de Rome. Attila et ses Huns franchissent le Rhin en 451. Son but est d'attaquer les Visigoths afin de priver Rome de ses précieux alliés. Les Huns passent par Verdun, ravagent Reims et se dirigent vers Troyes et Sens par la voie romaine. Attila veut s'emparer d'Orléans et franchir la Loire. Cette cité sur le fleuve est la clé de l'Aquitaine, où se trouvent les Visigoths. Face aux Huns, Aetius a réuni une vaste coalition. Visigoths, Francs-Saliens, Sarmates, Britons, et revoici ces Celtes des temps arthuriens qui avaient trouvé refuge en Petite-Bretagne. L'armée d'Attila est aussi constituée principalement de tribus germaniques, Ostrogoths, Francs-Rhénans, Thuringiens, Burgondes et Gépides. Le premier coup d'arrêt à la progression des Huns a lieu à Orléans lorsqu'Attila doit renoncer au sac de la ville suite à l'intervention de l'infatigable Aetius et de son armée de coalisés. Les Huns entament alors une retraite jusqu'au champ catalonique, dont nous savons, sans plus grande précision, qu'il se situe dans le sud de la Champagne actuelle. Là, les deux armées décident de s'affronter. Lors de la dernière grande bataille de l'Antiquité, l'armée des Francs-Saliens se retrouve face aux Gépides, alliés des Huns. Au combat, les Francs ne reculent pas. C'est la victoire ou la mort, l'épée à la main. Francs-Saliens et Gépides s'exterminent mutuellement. Néanmoins, la victoire d'Aetius sur Attila est totale. Mais après la bataille, Aetius permet aux Huns de se retirer en bon ordre, estimant probablement qu'il aurait encore besoin, le cas échéant, de ces redoutables mercenaires. Aux Visigoths et aux Francs, le généralissime conseille de rejoindre leur pays au plus vite, pour régler des problèmes de succession ou pour ne pas se voir usurper le pouvoir par des factions rivales. Childéric. Après la défaite des Huns, nous le retrouvons en Thuringie, en exil. Il y reste 8 années. A-t-il été écarté pour avoir subi une défaite militaire? Ou pour fait de mort? Nous l'ignorons. Mais, et c'est capital pour la suite de notre récit, l'intérim est assuré par Aegidius, un général romain. Lorsque Childéric réapparaît à Tournai comme roi des Francs-Saliens en 457, il continue à collaborer de manière enthousiaste avec Aegidius, qui lui permet même de s'imposer sur d'autres rois francs, notamment ceux de Cambrai. Mais à cette époque, la Gaule est en pleine guerre civile. Visigoths, Francs-Saliens et Burgondes s'y disputent les lambeaux de l'Empire. Il est important de savoir que la plupart de ces barbares, excepté les Francs-Saliens, ont épousé la doctrine d'Arius, un moine chrétien qui conteste la divinité du Christ. Entre-temps, Aetius a été assassiné. Son successeur, Ricimer, qui fait et défait des empereurs fantoches, accélère le mouvement de déclin de l'Empire. Durant le règne de Childéric, les Visigoths et les Burgondes progressent au détriment de l'Empire romain d'Occident. Les Visigoths, en particulier, assurent leur suprématie sur l'Occident et sur l'accès à la Méditerranée. Toutefois, à Orléans, Childéric et Aegidius parviennent à stopper les Visigoths qui tentent d'envahir le nord de la Gaule. À la mort d'Aegidius, Childéric continue à défendre la Gaule aidé d'un certain comte Paul.
Ensemble, ils défendent Angers contre les Saxons. Paul y trouve la mort lui aussi, mais Childéric poursuit la guerre contre les Saxons dans les îles de la Basse-Loire, son but étant d'éliminer tout peuplement saxon dans la région. Childéric et son peuple défendent la frontière de la Loire de manière acharnée. Mais parallèlement, le roi franc doit abandonner le contrôle de la région à Syagrius, le fils d'Aegidius qui vient d'atteindre l'âge de lui succéder. Aux yeux de Rome, Syagrius est le supérieur hiérarchique de Childéric. Les deux hommes collaborent et avec eux, c'est l'autorité de Rome qui résiste en Gaule. Mais cette alliance peut-elle durer ? Politiquement, idéologiquement, tout les oppose. Childéric, le roi païen, pense que le salut de la romanité passe par l'autorité de l'Église catholique. Pour Syagrius, ce salut viendra des omnipotents Wisigoths. Deux camps, un païen et un arien, deux visions opposées pour le salut de Rome. Cette opposition entre les deux partis romains se cristallise sur la ville de Paris. La cité est sous l'autorité de Geneviève, mais se trouve dans la région où règne Syagrius. Même s'il n'est pas encore question de bataille rangée, les deux partis fourbissent leurs armes. En 476, Childéric entreprend le blocus de la ville. La même année, Odoacre destitue Romulus Augustulus dans l'indifférence générale. Grâce à la future sainte, Paris résiste. La situation est en réalité paradoxale, car Geneviève est en tout point de vue plus proche de ce roi, qui tient sa ville en otage, que de Syagrius, qui a la légitimité politique sur le territoire. Dans Paris assiégé, une femme est l'arbitre du devenir de Rome. Et Geneviève la catholique ne peut se rallier ni aux Wisigoths, ni à Syagrius. Aux Ariens, elle préfère encore Childéric le païen. Le roi franc ne voit pas la fin du blocus de Paris. Childéric meurt en 481. Il est inhumé dans sa capitale, Tournai. Sa tombe est celle d'un roi, un roi puissant. De l'or, des bijoux, des armes et 22 jeunes chevaux de guerre sacrifiés pour lui permettre de chevaucher au Valhalla. Le nombre est impressionnant. Mais c'est aussi la tombe d'un haut fonctionnaire romain. Comme le prouve, entre autres, cet anneau sigillaire servant à identifier les actes officiels. Pour l'heure, Syagrius est seul roi en Gaule. Dans Paris, toujours assiégé, Geneviève prie pour l'âme du guerrier parti combattre aux côtés de Wotan. Aux funérailles, un jeune homme de 15 ans est au premier rang. Clovis.